Je me suis rendu compte qu'il devenait très plastique, qu'il devenait autonome, c'est-à-dire qu'il devenait comme une toile. Traitons dans l'eau bleue. Traitons dans l'eau bleue. Un petit pont rouge en bas là, deux os blancs là-bas. La tête du feuilleton dans l'eau bleue. Un bonhomme avec une tête jaune, un ventre vert, une jambe rouge, une bleue en bas dans ce tableau. En bas de ce tableau, il y a une écriture, un rond noir. Est-ce qu'il y a des lettres? A, I, O, N, X, D, M, O. Rouge en bas, dans le tableau, dans le coin. Je t'ai dit les couleurs, les peintures. Jaune, rouge, bleu, noir. Là-haut, il y a une écriture bleue. Ah, c'était hier, mais c'est loin, parce que moi qui ai une petite mémoire, je me souviens pas de tout, je me souviens des gens, en fait. Et alors, ce qu'on veut savoir dans le passé, de toute façon, c'est un passé qui a duré 2 ans. Pendant 2 années, j'ai posé, j'étais mince. D'ailleurs, on pourra me voir mince sur les œuvres de Daniel Riberzani, hein. Daniel, je l'ai connu par l'œuvre avant de le connaître par la personne. D'ailleurs, je l'ai connu il y a très très longtemps par une peinture érotique qui avait été envoyée aux peintres témoins de leur temps. Des femmes roses dans une baignoire. Un tableau qui m'avait frappé au point d'ailleurs que quand je l'ai revu chez lui, j'ai été stupéfait, pourtant le souvenir remontait à 15 ans et c'était resté immédiat. Ensuite, je ne sais pas très bien à quelles occasions j'ai pu le revoir parce que c'était souvent des expos collectives, donc je n'ai pas un souvenir très précis, mais j'ai revu une de ses toiles chez Thérèse Legoué. Un paysage de la Creuse, un paysage événement, et là c'est pareil, j'ai été très frappé, j'ai dit de qui est cette œuvre? Et elle m'a dit Daniel Riberzani, que je ne connaissais toujours que de nom. La rencontre, en fait, j'ai posé dans les ateliers de Paris, puis les profs aux ateliers des Beaux-Arts de Paris, en fait. Ah oui, donc... Donc, il m'a demandé, j'ai posé 1 semaine, et après, il m'a demandé si je posais pour des particuliers. Et voilà, j'ai dit oui, et puis voilà. Alors, la rencontre avec Daniel s'est faite à la Galerie du Rire Bleu à Figeac, pour une exposition qui regroupait Jacques Aramburu, Régine Graille, Daniel Riberzani et moi-même. Et ça aussi, c'était quelque chose de bien. Il y avait une rencontre, vraiment, c'était placé sous le signe de la rencontre, et c'était une rencontre vraiment, vraiment riche. Puis on s'est rencontrés en 92, je ne sais à quelle occasion, je ne sais ce qu'il était venu faire à Saint-Lô.
Ah, un colloque sur la tapisserie. Sur la tapisserie contemporaine. Et puis, la sympathie, l'accroche a été immédiate. C'est immédiatement bien entendu. Le bonhomme me plaisait et sa peinture m'intéressait considérablement. C'est compliqué parce que je n'arrive pas à faire, et c'est peut-être très bien comme ça, la différence entre le travail de Daniel et l'homme. Pour moi, il y a une grande cohérence entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois un travail qui peut apparaître comme d'une grande discrétion. Il n'y a pas d'effet dans le travail de Daniel. Il y a un travail d'une grande rigueur, d'une grande discrétion, mais qui est mis au service d'une authenticité, d'une rigueur morale, d'une rigueur de métier, d'une rigueur de conception. C'est-à-dire que son travail ne suit pas les aléas des modes et des systèmes qui passent. Et je trouve qu'on retrouve ce qu'est Daniel. Daniel est comme ça. Et ça, on ne peut pas rester indifférent à ça. Parce que je crois que ça passe dans le travail, même si on ne connaît pas l'artiste. La première fois que j'ai rencontré Daniel, c'était à une de ses expositions. C'est une expo collective qu'il faisait à Vallon. Et en fait, si je crois bien me rappeler, il n'y avait que des tapisseries. Et en fait, moi, je ne connaissais pas du tout ce support. Et j'ai trouvé ça vraiment original. Et donc c'est là que j'ai commencé ma collection d'œuvres d'art, enfin ma modeste collection. Et c'est avec cette petite tapisserie, le péché, qui est le détail d'une plus grande. C'est pour ça que en fait, je la conserve pieusement dans ce coffret, un peu comme un trésor. Ce que j'avais aimé surtout, en fait, c'est que c'était l'épreuve d'artiste. Et j'étais assez peu fier d'avoir en fait la pièce qui avait été tissée la première à partir de son œuvre. Ce que j'aime chez Daniel surtout, c'est que c'est quelqu'un de naturel, quelqu'un qui fait passer toute son énergie, il la consacre à son art et pas à des choses bénignes ou aléatoires comme le paraître de certains artistes. On sent que vraiment c'est quelque chose qui lui est nécessaire, quelque chose de vital. Si on travaille d'abord avec son corps, c'est-à-dire que si on allonge la peinture ou on construit une toile au fusain ou si on trace un carton de tapisserie, l'esprit vient tout de suite après et on pense que c'est le contraire. Il faut souvent une impulsion physique pour déclencher la réflexion et l'invention. Et après, la mayonnaise se fait. C'est donc le corps, le geste qui se manifeste souvent avant la pensée. Nous, on aimait bien se retrouver dans sa chambre de bonne. Alors, il était incroyable, il faisait des toiles énormes dans une chambre de bonne. Alors, je ne sais pas comment, il fallait que ça rentre et que ça ressorte de là, que ça passe dans l'escalier et tout. Enfin, je vous parle de ça, moi j'avais 18 ans, je ne sais pas quel âge il avait, mais il était pas bien plus vieux que moi quand même. Et je venais poser, c'était très agréable, je venais poser, que dire, souvent en collant. Alors, moi j'ai encore à la maison une esquisse d'un grand tableau qu'ils ont à la maison chez eux, qu'ils ont gardé, qui est une espèce de grande toile où je suis à cheval sur un cheval avec la queue entre les jambes. C'est-à-dire que le cheval est à l'envers, c'est-à-dire que je suis monté à l'envers. Donc voilà, c'était une esquisse qu'il m'a très gentiment dotée. Bah oui, c'était une dot déjà. Alors la date, il y a une date dessus, mais franchement, c'était dans les années 70. Mais ce que je disais de ces caractères à peu près universels de sa peinture que l'on retrouve et qui permettent de fonder une opinion sur lui au-delà de ce qui relève de l'amour qu'on éprouve pour une œuvre et qui n'est jamais justifiable. C'est des paramètres d'ordre universel, disais-je, par exemple, une quasi-impossibilité de le classer. Je l'ai immédiatement observé et c'est d'autant plus singulier que dans le même temps qu'il est inclassable, paradoxalement, il est très bien ancré dans une culture. C'est un homme dont la peinture s'inscrit dans une vraie tradition, une tradition qui n'est faite que de rupture, une peinture qui est absolument contemporaine et dans le même temps qui, c'est vrai, renvoie perpétuellement à des référents.
C'est vrai, on dit souvent on peint parce que en dehors des talents que l'on peut avoir, on s'en sert comme d'une thérapie. Et c'est vrai que ça arrive quelquefois. J'ai fait une série de toiles qui sont des natures mortes. Ça a été une question de survie, c'est-à-dire que je m'en suis vraiment servi comme d'un exutoire, c'est-à-dire que à la fois technique, ça m'a permis de reprendre vie artistiquement et même physiquement, c'est-à-dire que d'ailleurs ces toiles parlent de ça, sont des mises en scène du quotidien de l'être humain, même si c'est par le truchement de bestioles mortes ou de gâteaux ou de fruits. Et donc en effet, à certaines époques de la vie d'un artiste, peut-être que c'est vraiment de la thérapie pure. Hein. Tout est bon comme base de travail, comme prétexte, hein, dans toutes ces séries. J'allais à la pêche, enfin, je passais ma vie au bord de l'eau. Donc j'avais des documents tous les jours. Alors il y avait des anguilles, des brochets, des gardons. Je crois qu'avec l'âge, ou je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il faut vivre aussi, on est bien obligé, donc avec les autres, et que tout ne se règle pas peut-être aussi apparemment simplement. Donc il y a d'autres stratégies à utiliser que l'art peut-être pour se sortir des difficultés existentielles de la vie. Tout ce que j'avais noté au moment de la mort de ma mère et même avant, il a fallu absolument que je le consigne. Donc ce sont des toiles exutoires ou indispensables, des toiles chagrin, des toiles d'amour et des toiles qui ont pris le relais. Le 13 janvier, le jour de la mort de ma mère, il faisait un ciel radieux. Et c'était pour moi un présage absolument magnifique. Voilà, d'ailleurs c'est une toile que j'ai dû appeler heureuse parce que je crois qu'en effet ce jour-là, elle nous a souri, elle s'est éteinte en nous souriant, mon frère et moi. C'est à la fois tragique et sublime. Enfin. Je sais pas quoi répondre. Parce qu'avec Daniel, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est pas... Avec les élèves, on voit un résultat. Avec Daniel, c'est vraiment le processus qui est important. C'est pas de se voir après. Enfin, c'est vraiment les étapes. C'est sur le temps, en fait. C'est beaucoup plus
On a l'impression que le temps est plus ralenti, je sais pas, c'est un autre rapport. Mais j'ai vu qu'à la 2-3e pause déjà, le professeur, donc en l'occurrence Daniel, est arrivé discrètement avec un plateau de bois, une feuille de papier. Il s'est mis au milieu des élèves et puis il s'est mis à dessiner. Alors c'est amusant parce que les profs, c'est rare qu'ils dessinent. Parce qu'ils sont occupés par des côtés administratifs, par donner des conseils aux élèves. Quand il y en a à donner, des fois il n'y en a pas, il faut les laisser un peu faire. Et il avait l'air très préoccupé par les pauses, il dessinait. Voilà, on va s'arrêter là. Moi en général j'aime bien le portrait en général, mais bon j'aime bien le corps, quand il a fait un travail sur le corps dans sa globalité, quand il demande des poses assez compliquées ou quand il prend des points de vue un peu inhabituels. Ça j'aime bien voir le résultat, mais plus d'une façon... Je sais pas, je m'en mêle les pinceaux, j'arrive pas à expliquer. La peinture de Daniel, lorsqu'elle traite de la femme, est en soi un hommage à la femme. Et d'ailleurs, le traitement de la femme chez lui est très particulier. Il est, faut le dire, toujours passionné. Quand je suis allée la première fois aux ateliers des Beaux-Arts de Paris, pour voir s'il y avait de la place pour poser, il n'y avait pas de place, normalement. Et Daniel tout de suite a dit il n'y aurait pas une petite place pour faire du portrait, je sais pas, et quand il m'a vu il a eu envie de faire du portrait, ou alors ça correspondait à une période où il avait envie de faire du portrait. Je suis arrivée à ce moment là avec les élèves, je parle. Donc finalement ils ont réussi à me trouver une semaine de pause où j'ai pas fait de portrait, où j'ai fait plutôt du nu, mais j'ai fait quand même une journée de portrait. Et ensuite, il m'a dit qu'il avait envie de faire du portrait, en fait. Je pense que ça partait vraiment d'un désir qu'il avait à la base de faire du portrait. Mais avant tout, un portrait, il faut arriver à créer un rapport avec la personne qu'on a en face de soi. Donc, c'est ça le bon portrait. Donc, il faut... des fois, le portrait se passe à côté de la toile. À certains moments, il va me demander de proposer des choses. Donc je propose, mais c'est quand même lui qui définit. Dans les rencontres que j'ai faites, très peu de gens ont un œil. Beaucoup de gens ont une littérature, beaucoup de gens ont plein de choses à dire à la con. Et peu de gens regardent et n'ont pas d'yeux, quoi. Enfin, de toutes les personnes que j'ai vues, il y a 2 personnes en qui j'ai confiance au niveau des yeux, et lui, c'en est une, quoi. C'est-à-dire c'est un œil, il sait de quoi il parle, il sait ce que c'est, et il n'a aucun compromis dans son jugement. Bon, déjà, il sait qu'il veut travailler sur le dos, par exemple. Donc, on va essayer des positions de dos. Mais il ne va pas me dire « prends cette position ». Il va me faire bouger. Ça m'est arrivé de bouger, de faire donc un mouvement un peu comme du tai chi, très doucement. Puis à un moment donné, il me dit « ah, stop, là, c'est pas mal ». Ou des choses comme ça. Quand on parle d'une muse,
moi j'ai pas été une muse, mais quand on parle d'une... moi j'étais juste pour la muse, mais d'une muse, c'est que la muse est essentielle pour l'artiste. En dehors de toute considération esthétique, picturale ou autre, ou artistique, je crois que on peut parler de certains modèles d'une façon exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui pour l'artiste sont absolument essentiels, enfin uniques, c'est-à-dire que c'est presque 60% de la réussite d'un travail, tellement l'investissement de ces modèles est authentique et particulier. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qui peut se passer entre un modèle et un artiste, cette connivence dans le travail, cette complicité, il y a vraiment la présence naturelle d'un modèle qui s'impose à un artiste ou à un élève et qui lui facilite la tâche parce que il se donne tellement que la traduction devient, ou l'émotion devient facile à traduire plutôt. Alors maintenant qu'il chante la femme de façon lyrique, ça c'est très évident. Je puis attester, pour en avoir parlé avec de très jeunes femmes devant les toiles érotiques de Daniel, qu'il a visé fondamentalement juste et que ce n'est pas un érotisme de voyeur qu'il pratique. D'ailleurs, il a des toiles qui sont très érotiques sans rien montrer de la femme, n'est-ce pas, chez lui, mais c'est un érotisme qui renvoie à un principe qui nous gouverne, un principe fondamental que nous ne disons pas par les mots, que nous connaissons, qui gouverne nos impulsions, nos attentes, ces espoirs dont je parlais, cette attente, on parlera aujourd'hui de stress, cette tension formidable, n'est-ce pas? Et chez Daniel, il y a nécessairement toujours un principe de tension. Lorsque vous regardez les toiles, qu'elles soient érotiques ou pas, il y a toujours l'appel à quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a jamais la détente, il n'y a jamais le calme dans son œuvre. Et j'y vois la démonstration aussi que l'érotisme est un des agents premiers de l'œuvre de Daniel. L'érotisme et ses implications, la fécondité, la vie, l'attente, et puis aussi les contreparties, le désespoir, la dépression, le refus. Un jour, je suis allée donc chez Daniel pour poser, et il avait mal au dos, donc on ne pouvait pas travailler. Et ce jour-là, il m'a dit que, en fait, je viendrais plus. En fait. Mais moi, j'étais pas du tout prévenue. C'est le jour où je venais poser, il m'a dit que bon, on arrêtait là, en fait. Et pour moi, ça a été très dur à encaisser parce que très dur à encaisser. C'est-à-dire, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que c'était comme une mauvaise nouvelle, en fait, qu'on m'annonçait. Pas dans le sens financier, hein, c'était vraiment dans le sens du rapport de mon rapport avec lui. J'ai eu vraiment la sensation d'avoir un vide tout d'un coup.
J'ai honte.